Bonjour tout le monde, c'est toujours un grand bonheur pour moi de voir arriver un nouveau film de Benoît Delépine et Gustave Kervern. C'est le cas avec Saint-Amour qui sort cette année avec Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu dans les rôles principaux. L'histoire de Bruno, un jeune fils de paysan qui ne souhaite pas vraiment devenir paysan et donc fait tout pour échapper à sa vie, notamment avec son oncle, refaire la route des vins tous les ans, au salon de l'agriculture, non pas la vraie route des vins, mais en fait refaire tous les vins du salon de l'agriculture d'une région à l'autre, comme s'il faisait la route des vins pour de vrai, sauf que là ils la font du salon et ils font exprès de pas sortir. Et cette année, son père lui propose, plutôt que de faire l'idiot à boire pendant 5 jours au salon de l'agriculture, d'aller faire pour de vrai la route des vins. Ils vont pour ça réquisitionner un taxi avec un chauffeur qui s'appelle Mike, qui est joué par Vincent Lacoste, et ils vont s'engager sur la route des vins, aussi bien pour que le père puisse veiller sur son fils, que pour qu'ils puissent à nouveau retisser des liens l'un avec l'autre, et essayer de restaurer un petit peu leur famille. Delépine et Kervern, c'est des cinéastes que j'appelle les cinéastes du plouc. C'est des gens qui s'intéressent beaucoup, c'est des cinéastes très engagés, c'est des cinéastes très politiques, qui sont très à gauche, ils s'intéressent vraiment ce que j'appelle les ploucs. De façon globale, ça va être aussi bien les gens qui n'ont pas de thunes que les gens qui viennent du fin fond de la campagne, les gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, les gens qui n'ont pas forcément éducation morale aussi des fois, parce qu'il y a des passages de Mammouth par exemple, si vous avez vu Mammouth qui était leur avant dernier film, il y a des choses qui sont... La scène de branlette entre deux cousins de 70 ans, enfin excusez-moi, c'est particulièrement glauque. Donc voilà, mais c'est des mecs qui arrivent à faire ressortir la poésie de ces gens-là, qui arrivent à montrer à quel point, à quel niveau ces gens-là sont plus connectés à la vraie vie que d'autres personnes, que les autres personnages qu'on a l'habitude de voir dans des films. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans leur façon de filmer et dans les personnages qu'ils filment. Tous leurs films sont comme ça. Si vous avez vu Mammouth, si vous avez vu Near Death Experience avec Michel Houellebecq qui était à mourir de rire et qui était très étrange, qui est sorti l'année dernière, je l'avais fait en vlog aussi il y a 2 ans je crois, et qui était un ovni complètement, qui s'intéressait donc à un personnage qui était dépressif chronique, mais qui était sans être forcément un mec qui a pas d'éducation, pas un plouc qui vient du fin fond de la campagne. C'était un mec qui bossait dans un bureau, qui était le souffre-douleur presque, ou en tout cas le plouc du bureau. C'est vraiment ça, quoi. C'est les mecs qui le regardaient, qui disaient bon bah on s'en va, tu payes les verres, c'est bon et machin. Il s'est fait niquer par tout le monde. Enfin, c'est vraiment ce genre de personnage qui les intéresse. Et du coup, les personnages de Saint-Amour sont un peu dans cet esprit-là, un peu comme celui de Michel Houellebecq, sans être vraiment du fin fond de la misère humaine. C'est pas du tout le principe, c'est juste des paysans, et le fils, donc joué par Poelvoorde, n'a pas vraiment envie de reprendre la ferme et préférerait faire autre chose. Mais du coup ça vient sur les questions qu'on a aussi dans d'autres films. C'est par exemple ce serait presque, c'est pour vous montrer à quel point c'est marrant, ce serait presque le même schéma qu'Inception. C'est presque enfin pour ce qui est de l'Inception elle-même, pas pour le scénario d'Inception, mais c'est le fils du patron de la boîte, patron de machin, donc qui a du mal à trouver le lien avec son père. C'est ça tout l'enjeu qu'ils doivent traiter dans l'inception d'Inception, et c'est tout l'enjeu de ce film-là, sauf que là, cette fois-ci, on n'est pas avec le fils d'une grande entreprise qui doit reprendre la suite, on est avec le fils d'un paysan qui se demande s'il doit marcher dans les pas de son père ou pas, s'il doit se trouver, s'il doit machin. C'est plein c'est des personnages comme ça qui se rencontrent, qui se croisent, qui essaient d'apprendre les uns des autres, qui vont rencontrer du coup plein d'autres personnages. Et là dans le film il y a encore énormément de rencontres très différentes. Vincent Lacoste qui commence à bien jouer et qui pour une fois a des rôles, commence à faire des trucs intéressants. Il est toujours intéressant quand il est dirigé par comment s'appelait-il, je me rappelle plus, le réalisateur des Beaux Gosses et de Jackie au Royaume des Filles, qui sait toujours très bien le diriger. C'est un des rares réalisateurs qui arrivait toujours à sortir quelque chose de Vincent Lacoste, mais là quand même ça commence à faire quelques temps qu'il joue. Il serait peut-être que quand même il commence à bien fonctionner. Mais donc il est vachement intéressant dans ce rôle de chauffeur de taxi, qui lui-même va révéler des trucs, qui lui-même va révéler certaines choses qui vont apprendre aussi aux deux personnages, pas uniquement à Bruno ou à Jean son père, qui va apprendre un petit peu à tout le monde. Et il croise comme ça tout un tas de personnages. Il y a plein de rencontres comme ça qui les aident à se comprendre, à s'affirmer, à se découvrir. Il y a des caméos vachement intéressants dans le film. Il y a un caméo d'Ovidie. Il y a presque plus que maintenant pour aller encore chercher Ovidie, mais c'est pour ceux qui ne la connaissent pas, Ovidie c'est une ancienne actrice porno qui se reconvertit dans le cinéma traditionnel,
plus ou moins, parce que son premier film s'appelait Le Pornographe et était justement sur tout un truc de cinéma. Je l'ai pas vu d'ailleurs, peut-être que je le vois quand même depuis le temps. Et donc là, ils lui font faire du coup un caméo, sachant que l'un des problèmes de Bruno, le personnage principal, c'est qu'il arrive pas à draguer, donc forcément vous le mettez en face d'Ovidie, il y a un truc très très drôle. Ils refont faire un caméo à Michel Houellebecq dans un petit rôle qui est là pour le coup c'est du glauque, c'est du pur glauque. Si vous voyez la scène, vous voyez comment ça se résout, vous voyez la résolution du truc, vous faites ah, c'est bizarre. Enfin, c'est pas, non, c'est pas que ça choque. C'est juste que vous voyez la scène, vous faites, c'est super space, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi son délire, il est pas bien, et pourquoi? Ça, voilà, c'est le genre de choses qui marque toujours énormément quand on voit des films de Lépine et Carverne. Donc voilà, c'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime beaucoup chez Lépine et Carverne, c'est filmer la crasse, entre guillemets, en tout cas filmer vers le bas. Au lieu de filmer de façon normale, filmer vers le bas et dégager la poésie qui se dégage du bas. La poésie peut-être un peu sale par moment, mais parfois la poésie c'est sale. Si vous lisez une charogne, c'est pas particulièrement beau comme poésie, mais c'est la beauté du sale qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, ce que très peu de réalisateurs font, mais que Delépine et Carverne font énormément, parce que c'est aussi quelque chose qu'ils font beaucoup avec Groland. Ils viennent de là, Delépine et Carverne, ils viennent de Groland, et c'est quelque chose qu'ils font beaucoup aussi là-bas, c'est tourner en province. Ça se fait de moins en moins, c'est de plus en plus rare que des films aillent se dérouler et se tourner en province. Pour une raison toute bête, c'est que si on tourne pas à Paris, il faut payer l'hébergement de toute l'équipe. Alors que si vous tournez à Paris, toute l'équipe rentre chez elle le soir. Si vous tournez en province et aux alentours de Paris, enfin trop loin de Paris, les gens peuvent plus rentrer chez eux le soir, et donc du coup, faut les héberger sur place, faut prendre soit une maison que vous louez pour toute l'équipe, soit des chambres d'hôtel, et ça peut coûter très très cher, etc. Donc du coup, on évite de tourner en extérieur, et quand on le fait, quand on tourne en province, c'est avec très peu de respect. Je sais plus quel film c'était, mais il y avait des films qui étaient sortis il y a pas longtemps, qui se tournaient dans la région de Lyon, des choses de ce genre-là. Et j'avais reçu des messages de gens qui m'envoyaient des messages en me disant, mais si tu peux au moins dénoncer ça dans le film, c'est que le Lyon ne ressemble pas du tout à ce qui est montré dans le film. Et c'est un peu ce que font les Américains quand ils viennent à Paris, c'est-à-dire qu'ils mettent en même temps des lieux qui n'ont rien à voir entre eux, qui géographiquement n'ont rien de commun. C'est un des trucs du film de créer son propre univers, parfois en réagencant des villes. Mais là, vraiment, il n'y a plus aucun film qui fait attention à ce qu'il fait avec les centres-villes, et les régions les rues piétonnes et les rues commerçantes des autres villes. Et les autres villes en général, c'est juste que généralement, ça se tourne plutôt là-bas parce que c'est là qu'il y a de l'activité, c'est là qu'il y a les magasins et que les personnages peuvent se rendre pour travailler. Le cinéma, c'est très pensé, hein. Mais c'est parmi les rares qui maintenant décident de mettre leur tournage sur les routes. En plus, là, pour faire leur film, ils ont pas mal tourné parce que l'idée c'était de suivre un petit peu la route des vins. Donc c'est intéressant de voir des réalisateurs qui se remettent sur la route et qui traitent la province avec respect. Tous les personnages qui montent sont pas forcément des ploucs, tous les personnages qui montent sont pas forcément arriérés. C'est pas la façon un petit peu qu'on a de voir la province quand on voit les films parisiens qui vont parfois se tourner en province, quoi. C'est toujours un petit peu le côté plouc pour plouc qui est bien ça, pour s'en moquer, quoi. Alors que là, justement, au contraire, on vous montre que il y a pas que des ploucs, on suit des ploucs, mais il y a pas que des ploucs dans les pays, dans les régions, etc. Il y a de l'orage pendant que je suis en train d'enregistrer ma vidéo, c'est bizarre, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Cette poésie, elle se dégage aussi par la mise en scène. Là, il y a des jeux de cadres qui sont très intéressants, la façon de mettre les personnages dans le décor, la façon de les découper, la façon de les mettre en rapport les uns avec l'autre, la façon dont certains vont parfois boucher le cadre à certains moments où il faudrait pas. Donc il y a tout un jeu comme ça sur le fait de boucher le cadre à un moment où on voudrait voir ce qui se passe et on ne peut pas. Il y a des plans très très beaux où vous avez juste des petites diagonales avec les trois personnages alignés comme ça, vous avez un bel alignement de profondeur et de personnages qui sont en même temps tous nets, etc. Enfin, quelque chose de vraiment très très beau. C'est des personnages c'est des réalisateurs qui sont très habitués. Delépine et Carverne sont des réalisateurs très habitués au cadre et à l'audace esthétique, parce que tous leurs anciens films ont fait des paris. Mammouth était tourné avec d'anciens stocks périmés de 16 mm, je crois, pour que l'image ait vraiment un aspect très très dégueulasse. Near Death Experience était tourné à la DV, mais pas les DV, pas à la HDV, les caméras HD modernes, mais vraiment à la vieille DV toute pourrie. Ils ont fait en sorte d'en trouver une vraiment pas belle pour faire le truc. Donc il y a vraiment toute une recherche d'esthétique et de visuel. Là pour le coup, le film est en numérique, donc il n'y a pas une recherche sur la qualité de l'image. Mais il y a toujours un travail de composition, de recherche, d'image qui est magnifique, qui est très très bien fait, et qui donne toujours de très beaux plans. Et puis, s'il y a juste une raison d'aller voir le film, c'est la musique, composée par Sébastien Tellier, et juste le thème d'ouverture.
Allez l'écouter, je vais essayer de vous le mettre en lien, ou juste ici, là j'ai un lien, vous pourrez aller cliquer pour aller voir, parce que apparemment l'éditeur du CD a directement mis en ligne, ce qui est plutôt une bonne idée pour une fois, au lieu de laisser les gens le pirater, mettez-le vous-même en ligne, comme ça au moins on peut effectivement y accéder, et c'est vous qui avez les revenus, sans avoir à les piquer à d'autres personnes. Et je vous mets au défi d'écouter cette musique sans vous mettre à danser comme un con. C'est moi je l'écoute et à chaque fois je fais... Ah, voilà. Il y a toujours un moment où vous allez vous mettre à danser comme un gland devant cette musique parce qu'elle est géniale et les compositions de Sébastien Tellier dans le film sont excellentes et marquent très très bien les différentes ambiances et différentes scènes. Donc voilà, c'est encore une fois très très beau. Et puis une résolution de l'histoire qui est très classique à la de Lépine et Kervern, c'est-à-dire quelque chose qui est pas du tout conventionnel, pas du tout accepté par en gros, on va dire l'espèce de petit point de vue bourgeois. C'est une fin qui paraît amoral et déplacé, on n'a plus vraiment de petite bourgeoisie, mais qui paraîtrait déplacé pour la petite bourgeoisie et ou je sais pas, ou les vieilles familles catho traditionnelles, les trucs dans ce genre-là, qui verraient le truc en faisant « Oh mon dieu, mais c'est sale, c'est malsain », les trucs dans ce genre-là, et finalement cette fin en fait est très poétique et très belle, et raconte quelque chose sur ces personnages et sur tout le reste, donc encore une fois, De Lépine et Kervern m'ont vraiment bluffé, et c'était un très très bon film. C'était extrêmement audacieux de leur part de foutre Poulvord et Depardieu dans un film sur l'alcool. Ils l'ont avoué à plusieurs reprises, mais Poulvord a fait beaucoup de scènes sans être tout à fait frais. Et il y a eu beaucoup de soucis, il y a eu beaucoup apparemment de tournage pendant le tournage, de problèmes pendant le tournage parce qu'ils étaient complètement, ils faisaient n'importe quoi de Poulvord et Depardieu sur le plateau. Ils étaient très souvent bourrés. Il y a une scène en particulier où on voit que Kervern qui est à côté de Poulvord et qui lui souffle ses répliques dans l'oreille. Alors je savais pas, mais il lui dit des trucs dans l'oreille. Et en fait, il lui soufflait ses répliques parce qu'il avait peur que Poulvord les oublie tellement il était bourré. Donc voilà, il y a vraiment une audace intéressante. C'est aussi d'ailleurs une recherche de vérité, d'aller vraiment faire boire ces gens-là et d'aller mettre ces gens-là dans ce rôle-là, etc. C'est quelque chose d'intéressant. Recherche de vérité, j'ai oublié un truc, mais dans les décors, très souvent ils arrivent dans un décor et ils y touchent pas. C'est très très rare de faire ça. Il y a beaucoup de réalisateurs qui vont arriver et qui vont dire ouais mais moi je voulais que ce soit comme ça, puis je voudrais qu'on ouvre tel truc, et puis je voudrais que ce meuble il soit machin et tout ça. Il faut que ce soit sa vision. Eux ils arrivent, ils font bah si le décor marche, le décor il marche quoi. Donc on arrive dans une chambre d'hôtel, ça ressemble à une chambre d'hôtel, bah on tourne dans la chambre d'hôtel. Pourquoi vous voulez qu'on change, qu'on mette telle lampe, tel machin, tel truc, on s'en fout, enfin c'est une chambre d'hôtel quoi, on veut un peu de vrai. Donc il y a une recherche de vrai là-dedans, et dans le fait de prendre ces acteurs-là pour jouer ces rôles-là, qui est très intéressante, et qui marche très très bien. Il y a aussi des projections, parce que Kervern est dans le film aussi, il y a aussi du coup ce taux de réalisme avec la présence de ces personnages-là dans leur film. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, peu importe. Je vous encourage très fortement à aller voir Saint-Amour, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!